rouge. Alors, les calottes polaires, c'est quelque chose... on m'a posé la question ce matin, donc on distingue le Groenland et l'Antarctique. Il faut savoir que si on fait fondre la totalité de la glace sur le Groenland, on a potentiellement une hausse du niveau de la mer de 7 mètres. 7 mètres. Et si on regarde... sur le Groenland, pardon, 7 mètres pour le Groenland, et si on fait fondre la glace sur l'Antarctique, c'est surprenant, je pensais aussi que c'était l'inverse, on a 3 à 5 mètres. L'Antarctique lui-même, je trouve ça surprenant moi aussi. Je poserai des questions aux personnes, mais ça c'est un chiffre. Le phénomène dont on parle effectivement concerne l'Antarctique de l'Ouest. Sur la perte de glace en Antarctique aujourd'hui se produit sur la partie ouest effectivement de ce continent. Est-ce que les deux se cumulent? Ah oui, les deux se cumulent. On a affaire simultanément. Là, attendez, c'est du potentiel ça. On dit on a une quantité de glace, si on la fait fondre, de combien elle va affecter le niveau de la mer. La fonte des glaces, aujourd'hui, je vais en parler un peu plus loin, c'est une fonte simultanée dans le pôle Nord et au pôle Sud. Ok? Alors, je reviens vers l'observation spatiale. Je profite du fait que je suis donc au niveau des pôles, le Groenland et l'Antarctique. Grosso modo, il y a 3 types, je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, il y a 3 types de mesures principales, je vais en illustrer une seconde. Je vous ai parlé de l'altimétrie sur les océans. On peut faire fonctionner l'altimétrie exactement de la même façon sur la glace qu'on le fait sur les océans. La physique de la mesure est sensiblement différente, c'est-à-dire que l'onde n'interagit pas strictement de la même façon avec de la glace qu'avec de l'eau. Bon, il y a des physiciens qui modélisent bien ce phénomène-là. Il y a aussi une possibilité de regarder le volume de la glace avec de l'interférométrie radar. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que c'est relativement peu utilisé, que ça ne permet pas d'avoir une estimation globale. Je vais plutôt parler d'une troisième façon de regarder la masse de glace sur ces surfaces continentales, avec un type de mission qui sont les missions gravimétriques. Alors, je parle d'un concept là qui s'appelle GRESS pour Gravity, Recovery and Climate Experiment. C'est une mission mise sur pied par la NASA et le centre spatial allemand, le DLR. Le principe de cette mission est relativement simple. Ce sont 2 satellites quasi jumeaux qui se suivent à une distance de quelques kilomètres, donc qui sont en orbite autour de la Terre, à quelques 500 km, je crois, d'altitude. Et ces 2 satellites sont soumis successivement, mais pas simultanément, à des variations du champ gravitationnel terrestre, et ce qui fait qu'ils n'ont pas strictement, ils sont pas soumis au même champ d'accélération, ce qui fait que la distance entre les 2 satellites est symptomatique de la variabilité géographique du champ gravitationnel. Et le champ gravitationnel, c'est la masse qui est dessous. Alors, si on intègre ce signal à l'échelle globale, 99% de l'information qu'on va recueillir concerne le géoïde, c'est-à-dire le patatoïde statique, c'est-à-dire la répartition à l'échelle du globe du champ gravitationnel. Néanmoins, il y a 1% de ce signal qui est dynamique et qui concerne la fluctuation de masse en grande partie. On fait l'hypothèse qu'elle est principalement due à une fluctuation d'eau sous forme liquide ou solide. Alors, on voit ici, je ne sais pas si c'est dommage, mais c'est pas de chance, parce que j'avais enlevé la plupart des diapositives animées. J'ai bien fait parce que je vois que celle-ci ne fonctionne pas. Alors c'est une diapositive censée vous représenter avec un code de couleur l'évolution au fil du temps de la masse mesurée par un satellite gravimétrique. Et sur l'animation, on voyait un halo bleu se répandre sur la partie occidentale du Groenland avec des unités exprimées en centimètres. Et on voyait bien donc entre 2003 et 2012
une quantification de la masse de glace, du volume de glace perdu par le Groenland. Alors, voici quelque chose de plus quantitatif et puis de statique, donc on peut voir la diapo. Grace mesure sur le Groenland pardon, entre 2002 et 2010 donc une évolution de l'ordre de 230 gigatonnes de glace par an. Alors, un autre chiffre pour l'étalonnage, je crois me souvenir, donc c'est 360 gigatonnes de glace correspondent à 1 mm du niveau des océans. Okay, vous voyez que le Groenland, sur la mesure Grace de 2002 à 2009, j'ai dit 2010 et 2009 sur ce diagramme-là, mais on continue à faire ces mesures aujourd'hui, ce sont 230 gigatonnes, ça représente moins d'un millimètre par an. Ce qui est quand même assez proche du tiers de la contribution dont on parle. Alors, si on fait un bilan, Antarctique et Groenland, vous l'avez ici, vous avez les variations de masse de la glace des calottes polaires mesurées par les différentes techniques spatiales. On voit que de 1993 à 2010, le Groenland et l'Antarctique ont contribué pour environ 0,7 mm par an. Il y a une accélération. De 2003 à 2012, on est à 0,8, plus ou moins 0,15 mm. Si je peux me permettre, oui. On a eu une discussion sur la diapositive. Je crois que réellement il y a une erreur sur la diapositive. L'expansion thermique n'était pas celle qui est mentionnée, c'était l'expansion due à la masse de perte groenlandaise et antarctique qui est effectivement de l'ordre de 1. Oui, possible, oui. Oui, probablement. Je pense que c'est une erreur. Je vois plus la diapo dont on parle, mais on peut y revenir après. Si... Ouais. Alors, les phénomènes d'anomalie, enfin les phénomènes de fonte de la glace sur le Groenland ont une explication. Là, on fait référence à une publication qui date de 2013. L'accélération de la perte de glace, notamment dans un premier temps sur la partie occidentale du Groenland, est imputable à, en tout cas, et simultané à un phénomène de réchauffement des eaux qui environnent la côte antarctique. Et ces eaux sont réchauffées par des courants. Donc, on est bien là sur une hypothèse sur laquelle la quantité de chaleur piégée dans l'océan va contribuer à accélérer. On a un phénomène d'accélération, donc une rétroaction positive, une accélération de la perte de masse sur l'Antarctique, sur le Groenland, excusez-moi. Et ce phénomène-là n'était pas envisagé dans le précédent rapport IPCC en 2016. Je vais sur les glaciers plus classiques, c'est-à-dire à des latitudes les Alpes, l'Himalaya, les Andes, les Rocheuses. Cette diapo ou son équivalent a été montré ce matin, le glacier Rhône dans les Alpes suisses, à deux moments, en 1900 et en 2008. Alors là, c'est pas moi qui ai pris les photos, en tout cas pas la première. Et c'est donc vous voyez bien, il y a quelque chose de flagrant. Par contre, ce matin, j'ai entendu qu'on disait que tous les glaciers, sans exception, perdent de la glace. Les grands glaciers. Ouais. Parce qu'en Himalaya, il y a des zones. Pardon ? Karakoram, oui. Il y a des glaciers dont le bilan de masse récent semble être plutôt soit à l'équilibre, voire parfois. C'est marginal. Ça reste marginal. Oui, mais bon, après ce qu'on regarde sur les glaciers, sur la centaine de glaciers alpins pour lesquels on dispose de mesures in situ quand même, et la plupart, si ce n'est pas tous, présentent des baisses, en tout cas sur ceux dont j'ai connaissance, présentent des baisses de bilan de masse. Alors maintenant, il est possible que sur les versants nord, et en haute altitude. Ça dépend s'ils sont sensibles à l'ablation ou à l'accumulation, c'est-à-dire à la température ou à la précipitation. Ça dépend de leur position par rapport à la frontière entre l'enneigement et le sol. Ce deuxième transparent sur les glaciers vous montre le recul. Alors en X ici vous avez le temps représenté en année.
et où on voit donc la variation, donc un carreau vaut pour 1 km, on voit la variation de la longueur des glaciers dans différentes régions du monde. Ce transparent est donc là pour indiquer ou pour illustrer le fait que, à peu près partout dans le monde, effectivement, les glaciers reculent. Maintenant, la longueur d'un glacier, ce n'est pas exactement son bilan de masse. Le bilan de masse d'un glacier, c'est la longueur. Il faut tenir compte de la longueur, bien sûr, mais il faut tenir compte de la variation d'épaisseur. Et alors là, la télédétection, l'observation par satellite, l'observation de la Terre par satellite revient dans le jeu. Vous avez ici donc 2 images satellites qui enveloppe un modèle numérique de terrain. La première est prise en 1980, la deuxième est en 2007. Donc il s'agit d'un glacier, le glacier Columbia en Alaska. Et on voit sur cette image donc l'illustration à la fois de l'évolution de la longueur du glacier qui a perdu 15 km de long et qui a perdu 300 mètres de hauteur. Alors, on peut faire ce type de mettre en œuvre ce type de méthode avec une imagerie stéréo, haute résolution. On l'a fait donc là sur le massif du Mont Blanc avec les images 3D issues du satellite Spot 5. Donc là, la résolution du pixel, c'est un multiple du décamètre. Et on a une élévation et on peut mesurer. Alors, vous avez pour différents glaciers, là représentés ici. On mesure, alors en X, il s'agit de l'altitude, et en Y, il s'agit de la hauteur. Et chaque graphe représente une différence entre l'année 79 et l'année 2003. Et ce qu'on voit donc sur ces différents glaciers, par exemple sur le glacier